Bien, bonjour, bonjour à tous. Je suis le directeur général de l'établissement public d'État Euroméditerranée. Je vais demander à chacun qui est autour de cette table de se présenter, mais nous allons en tout cas essayer de vous faire vivre un projet qui nous passionne aussi bien les équipes de Bouygues que nous-mêmes, qui est celui d'Euroméditerranée 2, sur la partie à la fois la plus potentiellement transformée de Marseille et en même temps celle sur laquelle on peut inventer beaucoup de choses. Anne Villard, je suis la directrice du projet des fabriques pour la société Link City, en codirection avec Madame François qui va se présenter également. Link City étant filiale de Bouygues Construction. Bonjour, Martine François, structure Urbanera, opérateur urbain de Bouygues Immobilier, donc directrice du projet pour Bouygues Immobilier Urbanera. Bonjour, Patrick Grégoire, je suis le directeur de projet sur le périmètre d'Euroméditerranée 2. Voilà, alors le sujet dont on va vous parler exigerait normalement une petite connaissance de Marseille, ne serait-ce que pour comprendre, et c'est la carte qui suit, que le littoral marseillais, c'est où le truc ? C'est vous qui l'avez. Le littoral marseillais est orienté nord-sud, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc ça veut dire que les quartiers nord se situent aussi près de la mer que les quartiers sud, mais je le dis en passant. Ce qui veut dire qu'on a une exposition, en tout cas, de cette partie du littoral qui est derrière le port, qui est idéale, qui devrait être un attracteur considérable et qui jusqu'à maintenant ne l'a pas été pour une raison très simple. C'est que les choses n'ont pas réellement bougé jusqu'à ce que Euromed s'en occupe il y a 20 ans, entre le vieux port que vous voyez au-dessous de la carte, bien connu de tous, image d'Épinal s'il en est, mais jusqu'au marché aux puces qui se situe environ à 6 km au nord, 6-7 km au nord. Pourquoi les choses n'ont pas bougé ? D'abord parce qu'à l'origine, toute cette bande littorale est bordée, du port, puis lorsque vous rentrez sur l'intérieur, des voies ferrées et des circulations routières, puis lorsque vous rentrez à l'intérieur à nouveau, de tout ce qui a servi à une activité d'un port qui, même s'il est encore le troisième au monde pour le pétrole et le gaz, n'est plus un port industriel au sens où on l'entendait dans les années 50 ou dans les années 1920. Toutefois, l'activité industrielle a été absolument considérable puisqu'on transformait à Marseille, au pied du port en réalité, tout ce qui entrait venant des colonies notamment et tout ce qui en sortait après transformation. En fait, ce paysage n'a pas bougé jusqu'à ce que Euromed s'en occupe, ce qui explique la raison pour laquelle nous sommes en plein centre-ville, mais avec une défriche industrielle et ferroviaire et routière parmi les plus importantes qu'on peut rencontrer, en tout cas en Europe du Sud. D'où l'idée que le projet Euromed, qui est un projet qui fait près de 500 hectares, est l'un des plus importants projets de rénovation ou de reconstruction urbaine du sud de l'Europe, mais pas seulement ça. C'est l'un des rares projets qui touche d'aussi près le centre-ville, et tout le sens de ce projet que nous allons conduire a évidemment été déjà donné par Euromed 1, qui, pour ceux qui ont été à Marseille, a fabriqué le MUSEM, les terrasses du port, les docks, les 500 000 m² de surface tertiaire, les 6 000 logements qui l'entourent, un hôpital européen, des activités culturelles nombreuses, puisque c'est devenu en fait la vraie centralité marseillaise pour ce qui se concerne toutes les fonctionnalités de la ville, pratiquement. Sachant que Marseille n'a pas de centre névralgique constitué comme d'autres villes, c'est dû à l'histoire portuaire. On aborde une deuxième phase très signifiante, c'est celle qui est entourée du cercle, puisqu'à partir de maintenant, nous quittons la partie, je dirais, qui touchait le centre-ville et dont la mutation était encore relativement appréhendable par ceux qui ont toujours vécu Marseille à partir du Vieux-Port. On entre dans des domaines qui sont largement ceux de ce qu'on appelle la partie nord de la ville, communément appelée les quartiers nord, puisqu'on arrive dans ces quartiers, et encore une fois, ces quartiers ne bordent pas le port. Ils sont sur le bord du projet que vous voyez. Donc c'est une partie très intéressante. On l'a appelé un pont urbain entre la partie nord de la ville et le centre-ville. C'est effectivement ce qui va se passer, d'autant plus qu'avec le projet urbain, ou en même temps que le projet urbain, viennent le métro, le tramway et toutes les circulations qui désenclavent cette partie nord, qui par ailleurs défraye la chronique. Le projet, il est considérable sur Euromed 2, puisque sur les 160 hectares, il y a 100 hectares mutables, vous voyez donc. Et sur ces 160 hectares, il n'y a également que 3000 habitants, ce qui veut dire qu'on a affaire en fait à des acteurs économiques, y compris en matière d'expropriation, et pas du tout à des problématiques sociales, même s'il va falloir qu'on
on soit très très vigilant sur les problématiques sociales qui environnent ce projet. Mais 20 000 nouveaux logements, 30 000 nouveaux habitants, 20 000 nouveaux emplois, 5 milliards d'investissements publics et privés, c'est un peu plus que ce qui s'est passé sur Euromed 1 en 20 ans, et on va le faire en 10 ans. Ce projet, le premier exercice depuis 6 mois consistait à essayer de proposer au conseil d'administration des marqueurs très forts, que sont d'abord la définition de 2 parties dans le projet Euromed 2, la partie plus portuaire et la partie qui l'est moins. On laisse pour l'instant de côté la partie qui l'est moins, même si elle aura sans doute à terme, verra la création de 18 000 logements autour d'un parc. Mais aujourd'hui, nous sommes sur une gare qui s'appelle la gare du Canet, sur laquelle nous n'avons pas totalement progressé encore pour récupérer les espaces. Donc nous ne parlons que de la partie littorale. Une ZAC a d'ailleurs été créée, sur laquelle aujourd'hui nous avons une DUP opérationnelle, qui est la ZAC littorale que vous voyez entourer le plus largement. À côté de la ZAC littorale, qui n'en fait pas vraiment partie, l'idée c'est de continuer la skyline marseillaise de manière à donner à ce cœur de métropole, cœur tertiaire notamment, une réalité qui pour l'instant n'est pas avérée. Avec 500 000 m² créés dans les 10 dernières années, on ne fait pas métropole encore. Or, Marseille doit absolument revenir au sein de la métropole comme étant au minimum le lieu d'implantation des centres de décision tertiaires. Je laisse de côté ce sujet. Nous avons par ailleurs 3 éléments qui conditionnent très fortement la vie du quartier futur que nous allons créer, qui s'appellent les fabriques. D'un côté, le marché aux puces, qui doit rester un lieu d'échange avec les quartiers environnants. Donc c'est aujourd'hui une halle alimentaire qu'on va conserver telle qu'elle, avec sans doute des places de marché qui permettront d'avoir aux personnes qui sont dans les villages, dans les quartiers environnants, qui sont de très faible niveau de vie, de continuer à avoir un lieu où ils peuvent acheter sur un marché. Et puis surtout, ça sera un lieu d'échange entre les quartiers environnants et le nouveau quartier que nous avons créé, qui sera, si on ne peut pas faire la même formule urbaine, au moins on peut faire que les gens se rencontrent. Au sud, vous avez Smartseille, qui existe déjà, qui a été un démonstrateur sur énormément de choses, et dans lesquelles on a non seulement mis ce qu'on va faire à grande échelle sur les fabriques, c'est-à-dire absolument toutes les innovations que vous pouvez percevoir dans la construction de la ville pour demain, mais surtout, on a tenté quelque chose qui va être fait à grande échelle sur les fabriques, c'est l'hybridation, ou plutôt la ville hybride, c'est-à-dire le mélange par découpage en volume dans les mêmes bâtiments d'activités complètement différentes, alors que jusqu'à maintenant, on avait réussi à faire sur Euromed 1, non pas une ville hybride, mais une ville mixte, dans laquelle, à distance piétonne, vous aviez toutes les fonctionnalités, ce qui change un tout petit peu de ce qui existait auparavant. On va aller beaucoup plus loin. Donc sur Smartseille, je vous passe les détails, mais on a essayé absolument toutes les innovations. Naturellement, nos amis de Bouygues vous expliqueront qu'ils vont aller encore beaucoup plus loin, mais c'est normal puisqu'on est 5 ans plus tard, et c'est Eiffage qui fait le voisinage. Donc forcément, nous avons organisé une certaine concurrence dans la créativité et l'imagination. Et puis le village des Crottes, qui est une rue qui a priori n'a pas un sens extraordinaire. C'est de la petite maison marseillaise industrielle qui entourait en général les usines. C'est comme un peu les témoignages de l'industrie en Lorraine ou dans le Nord. Nous avons la ferme intention de le préserver au maximum, parce que quand on se projette sur 20 000 ou 30 000 logements, plus des milliers de personnes qui sont en activité dans des bâtiments modernes, conserver un cœur vivant, témoin de l'époque actuelle et a fortiori du passé, ça nous paraît essentiel. Donc il faut aménager ce qui existe, mais il ne faut certainement pas le détruire, puisque dans certains endroits où ça a été détruit, ce type d'aménagement, il a fallu le reconstruire à l'identique. Donc on ne va pas passer par ce stade. Alors j'en arrive aux fabriques. D'abord, entre Bouygues et nous, il a fallu qu'on cale les ambitions du projet. Il fallait faire d'abord construire un quartier avec toutes les innovations, ça va de soi. Il fallait aussi qu'on fasse attention de faire des fabriques un lieu vibrant où la question de la créativité se pose dans ces zones. Aujourd'hui, quand vous regardez ces parties, alors à commencer par l'image des quartiers nord de Marseille, et a fortiori quand il y a des entrepôts et des voies ferrées, c'est sûr que vous n'attirez pas le chaland spontanément. En revanche, dès lors que vous regardez les choses et que vous vous dites il y a d'autres villes qui ont réussi à contourner ces obstacles qui étaient des éléments négatifs en éléments positifs, vous prenez Berlin-Est, vous prenez Paris-Est, Paris-Nord, vous prenez Londres, vous prenez New York, a fortiori évidemment sur Brooklyn, mais aujourd'hui sur Navy Yard, c'est demain sur Industry City. Vous verrez assez rapidement que c'est dans ces endroits que naissent les créateurs, c'est là qu'ils s'implantent, avec un petit problème, c'est qu'au bout d'un moment,
évidemment, le monde de l'économie s'empare de ce sujet et que la spéculation dans ces endroits-là succède à la créativité, puisque vous avez assez rapidement une montée en flèche du terrain des gens qui veulent habiter dans ce lieu créatif vivant et dans lequel les tribus de start-upers s'installent. Donc nous, on veut absolument essayer de créer ça, mais en même temps d'éviter ce qu'on a pu voir ailleurs, c'est-à-dire une absence totale de maîtrise sur la capacité d'attirer des gens à revenus normaux, et en fortiori modeste, puisque nous avons une obligation de logements sociaux. Donc c'est très important d'arriver à faire en sorte que nous créions cette condition d'accueil, mais qu'en même temps nous serrions sérieusement les conditions de construction. Porter l'ambition de créer un lien social nouveau, ça va de soi, on est dans Marseille, quartier nord, on ne peut pas plaquer quelque chose qu'on veut hyper moderne sur quelque chose qui est hyper classique. Donc il va falloir qu'on organise, non pas par l'urbain, par le contenant, mais plutôt par le contenu, des circulations entre ces populations et des lieux d'échange, d'où la nécessité du marché aux puces notamment. Et puis l'idée que, c'est la dernière idée, l'idée qu'au fond le contenu aujourd'hui va valoir beaucoup plus que le contenant. Alors je sais bien que ça ne fait pas plaisir aux constructeurs, pas plus qu'aux promoteurs, mais c'est pour ça d'ailleurs que les deux filiales de Bouygues ont créé les deux filiales de Bouygues ont créé leur propre éclaireur. Inventer la ville aujourd'hui, c'est d'abord inventer ses usages avant de penser à l'aspect patrimonial et constructif. Et donc, on peut continuer à faire des belles choses, hein, je veux rassurer les architectes, mais les architectes ils vont avoir beaucoup plus à penser à la connectivité future des bâtiments par absence de résonance dans les pièces qu'à penser à l'extérieur et la nature des vitres. Et s'ils pensent à la nature des vitres, ils vont devoir penser à la facture électrique à la fin du mois beaucoup plus qu'à la beauté du reflet. Donc tout ça pour dire que nous sommes engagés dans un processus qui gagne toutes les villes au monde, quand elles construisent avec une carte blanche, c'est de créer quelque chose qui soit sur l'usage beaucoup moins que sur le contenant. Mais il en va du vélo hier, de la voiture aujourd'hui, comme du logement demain. C'est ce qu'on en fait qui va compter de plus en plus. Et donc tous les services qui y seront associés qui vont compter beaucoup plus que le fait d'avoir 4 murs et un toit. Pour faire ça, puisque c'était innovant, il fallait un contrat innovant. Oui, je sais, j'avance. Et ce contrat innovant, il a exigé que nous soyons à la fois sensibles au fait qu'on ne peut pas faire des services et du contenu sans avoir des gros macro-lots, et donc un acteur qui a sous la main un macro-lot très important, 250 000 m², c'est l'un des macro-lots les plus importants qui existent en France, et en même temps un contrat qui fasse que l'aménageur continue à exercer le rôle qui lui est confié par les membres du conseil d'administration, c'est-à-dire veiller à l'équilibre du projet, à la cohérence du projet, au résultat. Ce contrat, il a été, on répondra peut-être à vos questions après pour vous faire gagner du temps à nos amis Bouygues, mais ce contrat, il a été fait donc pour à la fois verrouiller dans toutes les phases le partenariat qui est le nôtre, phaser avec des marges de manœuvre possibles, faire en sorte que la discussion en cours de projet puisse se faire entre nous, faire en sorte que Bouygues puisse d'ailleurs adapter son projet aux évolutions telles qu'on la voit de la ville moderne, et faire en sorte que, au résultat, nous ayons apporté la garantie aux membres du conseil d'administration, qui sont des collectivités et l'État, que l'aménageur a clairement joué son rôle, face pourtant à un opérateur qui détient la capacité d'intervention sur une zone très large. Voilà, je vous passe la parole. Merci. Je vous ai remis une vue aérienne du site, qui est donc plein ouest, hein, puisque la mer est à l'ouest, à Marseille. Et on voit que le terrain qui, aujourd'hui, bénéficie d'une excellente accessibilité, bénéficiera encore demain d'une meilleure accessibilité, puisqu'on a le tramway et le métro qui doivent arriver au droit du projet. Et notre objectif, c'est aujourd'hui de redonner la ville et le quartier à ses habitants. C'est-à-dire qu'on est sur un site sur lequel il n'y a pas d'habitants, on est sur une friche et on ne peut pas traverser le terrain. C'est-à-dire qu'il fait 14 hectares et aujourd'hui, vous voyez sur la gauche le plan qui a été fait par l'architecte François Leclerc en tant qu'urbaniste de la ZAC. Donc ce qui est en blanc, c'est les structures, les voiries structurantes du projet. Qui a été donc remis dans le cadre du plan guide. Et puis sur la droite, hein, vous avez ensuite des venelles, hein, qui viennent innerver le quartier, qui permettront de pouvoir arpenter l'ensemble du secteur. Le projet qui a été réalisé, c'est un projet d'urbanisme, et ce n'est pas juste un projet d'urbanisme, c'est-à-dire qu'on a cherché à comprendre le quartier, à voir comment le quartier vivra demain, mais tout ceci dans un objectif de développement économique, hein, qui avait probablement fait la force de notre offre et qui nous avait permis d'être retenus sur le terrain, sur le projet, pardon.
Et donc, vous avez une programmation qui a été confiée par Euroméditerranée et on a développé le projet à partir de cette programmation qui comprend environ 170 000 m² de surface de logement, 40-45 000 m² de tertiaire, 20-25 000 m² de commerce et d'activité, et puis des équipements publics. Le projet ici que vous découvrez au niveau des rez-de-chaussée, vous avez en coloration orange et orange foncé, orange clair et vert, tout ce qui est commerce et activité. Donc le projet qui a été réalisé après les prescriptions de François Leclerc par l'agence Kern et Associés a prévu au nord du site de favoriser la partie commerciale et la partie d'activité, et puis plus au sud, une partie davantage résidentielle. Et puisque vous avez en jaune, qu'on avait déjà précédemment, que vous voyez au nord dans un îlot qu'on a appelé l'îlot phare, et puis sur la passerelle autoroutière de l'autre côté, ce sont les bâtiments tertiaires. Les bâtiments tertiaires avaient initialement été prévus tous sur la partie qui est au nord, sur l'îlot phare, qui est ici. Et en fait, le projet qui a été réalisé en BIM nous a amené à... Le BIM nous a amené à modifier le projet, c'est-à-dire qu'on a modélisé l'ensemble des études, les études acoustiques, les études de pollution, les études d'ensoleillement, de vent, etc. Et le constat a été fait que sur ces équipements qui vont se retrouver au bord de l'autoroute, bien qu'ils aient une vue mer, on ne pouvait pas mettre de logement à cause du problème acoustique. Et donc la réalisation du projet en BIM nous a permis comme ça de faire évoluer le projet de manière itérative pour arriver à la fois à respecter un fonctionnement urbain satisfaisant, mais tenir compte aussi de toutes les contraintes environnementales. On a particulièrement chaud à Marseille l'été et on a beaucoup de vent également, donc il faut se protéger de ces deux sujets-là. Je vais très vite parce que je voudrais laisser de la place aux questions s'il y en a. On a souhaité également dans le quartier préserver un patrimoine. Monsieur Parent l'a dit, on ne veut pas faire de ce quartier un quartier nouveau qu'on pourrait trouver à Strasbourg ou à Nantes ou à Montpellier. On veut garder cette identité marseillaise et ce qu'on fait, c'est qu'on préserve le plus possible les bâtiments qui ont un intérêt remarquable. Il n'y en a pas beaucoup, on est sur un site industriel, on a un bâtiment de logement qui était assez intéressant, mais le tramway est prioritaire et donc on ne le conservera pas. En revanche, on va conserver des bâtiments en shed. On le voit ici sur une perspective qui est prise sur une des venelles nord-sud qu'on a créées. Sur la gauche, vous avez le bâtiment en shed qui pourrait être demain transformé en locaux d'activité au rez-de-chaussée. Et puis sur le reste de la perspective, vous avez une vision de bâtiment. Aujourd'hui, je vous précise, aucune équipe d'architectes n'a été retenue. Donc en fait, les perspectives vous montrent ce qui serait possible dans des volumes qui ont été identifiés pour arriver à réaliser la totalité de la surface de plancher qu'on doit développer. Mais il n'y a pas encore de projet architectural. Et sur le projet architectural, aussi bien que sur l'évolution de la programmation, il y aura un travail qui sera fait avec l'agence François Leclerc et l'agence François Kern et Associés en bonne intelligence. Donc ici, c'est une autre perspective de la rue des activités. Et puis, nous avons voulu créer, à partir de la station de métro la plus proche, on aura le métro normalement en 2018, on a voulu créer une place pour faire une entrée dans le quartier. Et vous voyez également sur cette place une façade qui sera conservée. Et vous avez 4 illustres personnes qui traversent la rue pour venir depuis le pôle Capitaine Gèze, la station de métro, pour arriver sur cette place en entrée de ville. Ici, vous avez une vue de ce que pourra être le quartier. Ce sera probablement un quartier différent qui sera réalisé, mais ça donne une idée de ce que pourra être demain par rapport à la vue que vous avez vue au début. Et puis, je vais terminer sans rentrer dans le détail des innovations. Probablement que l'année prochaine, on pourra en parler davantage. Sur quand même une première impulsion qu'on va donner sur le projet en 2018, qui consiste à installer des makers dans un hangar qui fait 3000 m², qui est mis à disposition par Euroméditerranée, l'établissement public, qui nous est mis à disposition temporaire pendant 5 ans et que nous allons mettre à disposition temporaire
à la société Ici Montreuil, qui va créer à Marseille une société Ici Marseille. Le fondateur d'Ici Marseille présente son projet comme une manufacture collaborative et solidaire, c'est-à-dire que c'est un lieu qui va réunir des artisans, des start-upers, des petites industries, et Monsieur Barr, qui en est le directeur, est en train de monter sa communauté de makers pour venir intervenir dans le quartier. C'est une industrie, c'est une manufacture qui est complètement intégrée au quartier dans lequel on est, et on espère à partir de cette implantation qui sera quand même d'importance sur ces 3000 m², on espère effectivement faire émerger une nouvelle vie de partage et de solidarité dont le quartier a particulièrement besoin. Voilà, on est dans un quartier très déshérité et il convient de faire muter ce quartier, mais avec une certaine douceur, pour que la population puisse adhérer à notre projet. Des questions ? Peut-être peut-on revenir sur 2 points en faisant le lien avec ce qui vient d'être dit. Les makers, c'est une chose, ça sera peut-être le plus gros centre de makers en France, hein, en tout cas, on l'espère. Les makers, c'est une chose. Nous sommes en train de déclencher une autre opération qui s'appelle Move, qui est donc destinée à faire bouger les zones en portage que parfois nous avons depuis des années, pour faire en sorte qu'elles soient un lieu d'accueil dans des conditions qu'on avait pu tester dans d'autres zones. Mais je me souviens très bien des groupes, par exemple. En avant-projet de la construction, on a attiré des start-upers et autres sur des lieux qui valent pas cher du tout et dans lesquels ils s'installent pour quelque temps. Pourquoi on le fait ? Parce que pour intégrer d'abord cette économie-là au futur quartier des Fabriques, il faut les faire arriver le plus tôt possible. Ces gens qui arrivent dans des activités économiques conditionnent aussi une manière de vivre. Et leur manière de vivre conditionne fortement les services qu'on peut mettre à l'intérieur d'un nouveau quartier comme celui-là. Donc je vais attirer votre attention là-dessus. Alors qui dit nouveau quartier, nouveaux services, puisque le contenu va compter de plus en plus, notamment par l'influence que vont apporter ces nouveaux acteurs de la ville. On a aussi évidemment la question qui se pose à un promoteur immédiatement, c'est que le promoteur il achète, il construit, il vend et il part. Or, il se trouve que pour offrir des services dans une ville, puisque c'est de plus en plus là-dessus que va se faire la promesse, il va falloir non seulement acheter, construire, mais pas partir et rester. Parce que sinon, vous ne garantissez pas la pérennité des services que vous avez offerts pour attirer les gens. Et donc, nos amis de Bouygues ont déjà pensé à la construction, puisque c'est la base même du contrat que nous avons entre nous, puisque c'est à l'aménageur de veiller à ce que le quartier continue à vivre. Nous avons fait en sorte que, dans des domaines comme la mobilité, les services numériques, ou les opérateurs énergétiques, ou les surfaces commerciales, il y ait des opérateurs que Bouygues choisit, mais sur lesquels on aura une convention sans doute avec nous aussi, de manière à ce que la pérennité des services qui sont promis soit garantie dans les années à venir, le terme n'étant pas aujourd'hui négocié, mais en tout cas, ce sera à Bouygues de le négocier. Si je peux compléter, parmi les innovations que vous venez d'évoquer, il y aura justement une gouvernance de quartier. C'est-à-dire qu'en fait, on ne voudrait pas qu'au bout de 3 ans, 4 ans, quand on a mis en place des innovations qui ne sont pas encore parfaitement comprises ou appropriées par les futurs utilisateurs, ce soit les syndics de copropriété qui se disent on va se débarrasser de tel ou tel sujet parce que finalement ça coûte et on n'en voit pas vraiment l'intérêt. L'intérêt, il sera aussi dans la solidarité. À partir du moment où on va mutualiser les parkings, peut-être que les premiers, il n'y aura pas de mutualisation, ça viendra plus tard. Et donc, on est en train de travailler à cette gouvernance. Donc là, c'est plutôt les services juridiques, à la fois de Bouygues Immobilier et de Bouygues Construction, qui se sont mobilisés accompagnés par des conseils spécialisés sur ce sujet spécifique de gouvernance qui nous occupe beaucoup. On imagine que pendant une dizaine d'années, il va falloir assurer une gouvernance de quartier et puis pouvoir passer au fur et à mesure un relais. On est en train d'en définir les termes techniques et juridiques. Toujours pas de questions ? On va... Une question sur le temps. On voit bien que c'est un ingrédient essentiel du projet. Est-ce que vous avez une certaine idée des délais de digestion par le marché et une idée sur les gestions transitoires des espaces, puisqu'il y aura forcément des étapes de transition? Alors, sur le délai de démarrage et puis d'achèvement, bon, il s'agit d'une affaire contractuelle, mais enfin, nous démarrons normalement à la fin
2017, début 2018, première promesse de vente. Normalement, première construction en 2020 et nous achèverons dans les années 2027, 2028. Bon. Après, effectivement, la question de l'absorption par le marché. Absorber 150 ou 170 000 m² de logement à Marseille, ça ne sera certainement pas un problème, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc nous avons de plus en plus d'ailleurs, du fait de la difficulté de circulation, des demandes qui portent notamment sur le nord de Marseille, mais sans avoir de capacité à recevoir vraiment, puisque les logements existants ne sont pas des plus attractifs, ils sont situés dans des cités qui ne sont pas toujours très tranquilles. Et donc ce qu'on va créer, c'est une offre dans le nord de Marseille qui va être demandée énormément, puisque beaucoup de gens aujourd'hui travaillent plutôt sur la partie centrale nord de Marseille qu'au sud. Deuxièmement, sur les activités, ça n'est pas que c'est modeste, c'est qu'on va essayer de concentrer sur un certain type d'activité et la demande est absolument considérable parce que alors là, toujours pareil, à part à Aix-en-Provence, dans certains lieux autour d'Aix-en-Provence, il n'y a pas de lieu d'accueil réel aujourd'hui de tout ce monde qui utilise les outils numériques sans pour autant en faire son activité principale. Ça commence avec les makers, mais assez rapidement, on verra que le besoin d'être pas trop loin du centre-ville et d'Euromède, comme c'est le cas à La Défense aussi, où on crée des grappes d'entreprises et de high-tech autour parce qu'elles ont besoin, et elles ont des donneurs d'ordre, parfois des grandes entreprises dont elles dépendent dans ces endroits-là. Donc on n'est pas très inquiet sur la capacité d'absorption. Tout le problème, encore une fois, va être en avance de phase d'attirer les gens qui vont y rester, notamment dans le monde économique, et de faire en sorte que les services que Bouygues va essayer de travailler pour qu'il y ait une pérennisation et une gouvernance, eux, soient fermement établis, parce que le basculement dans cet endroit-là de ce quartier peut être très rapide et ça peut devenir la énième cité marseillaise. Il paraît que normalement on a terminé, donc on a terminé.